Alors bonjour Alain Ménard. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour Enquête et Débat. Alors ça va être une interview un peu à bâton rompu, mais je vous ai invité, ou plutôt vous m'avez invité ici lors de votre passage en France, parce que, en tout cas je vous ai contacté parce que on s'intéresse à la liberté d'expression. Ah, pas ce sujet. Voilà, et vous êtes une des personnalités en France ces 10 dernières années, on va dire, qui a eu le plus, je pense, qui a le plus à dire sur la liberté d'expression dans ce pays. D'abord, je voudrais définir la liberté d'expression et le rôle de l'information. C'est Beuve-Méry, le fondateur du Monde, qui avait l'habitude de dire qu'un homme bien informé est un citoyen et un homme mal informé est un sujet. Malheureusement, ceux qui nous dirigent préfèrent avoir des sujets à portée de main que des citoyens. Des sujets comme sous la royauté ? Et encore pire, parce que sous la royauté, il n'y avait pas cette multitude de moyens d'information. Moi, je regrette profondément et je dénonce la mainmise du politique, du plus haut niveau au plus bas, dans l'échelle régionale, pour contrôler l'information. Qu'on laisse les journalistes faire leur travail. Et tout le monde en bénéficiera. Mais de toute manière, il y a des retours de bâton. Il y a des retours de bâton, on pourra en citer quelques exemples. Et on va y venir, mais j'aimerais vous présenter d'abord pour ceux de nos internautes qui vous ne connaîtraient pas encore. Donc, alors si Wikipédia est exact, vous êtes né en 1947 et vous êtes un journaliste d'investigation, vous êtes aussi écrivain, et ancien directeur de l'information à RFI, Radio France Internationale, et correspondant de Radio France à Beyrouth de 82 à 95. C'est bien ça ? 82-95, puis au Caire, ouais. Enfin pour le monde arabe, j'étais pour le monde arabe. Pour le monde arabe. Et vous avez été envoyé spécial permanent au Moyen-Orient pendant 15 ans. Un peu plus. Un peu plus. Et alors vous êtes actuellement toujours journaliste, mais indépendant. Et donc sur Wikipédia est indiqué que vous êtes installé au Caire, et vous venez de me dire que vous étiez en fait... Comme quoi ils sont pas à la page, mais enfin c'est propre à ce site. J'habite en Arabie Saoudite. En Arabie Saoudite. Depuis le mois de septembre. Mois de septembre. Très bien. Alors, si vous voulez bien, commençons par là. Votre histoire, liée à la liberté d'expression en tout cas, commence en 2004, parce que cette année-là, vous avez à la fois été nommé directeur d'information de RFI et viré, peu de temps après. Est-ce que vous pouvez résumer un peu ce qui s'est passé ? En deux mots, j'ai été recruté par RFI pour faire une restructuration de la rédaction. J'avais sous le coude au chaud un livre qui s'appelait Le mur de Charonne et qui expliquait la fameuse construction du mur de séparation que les uns appellent le mur de la honte et les autres les murs de sécurité. Barrière de sécurité. La barrière de sécurité. Voilà. Que j'ai fait lire d'ailleurs au PDG, M. Antoine Schwartz, qui m'a donné son accord pour publier. J'ai publié. Et ce livre a provoqué un drame. J'ai des membres de la rédaction qui étaient pro-Israël ont trouvé ça scandaleux. Ce qui est leur droit. Ce qui est tout à fait leur droit. Mais où c'est moins leur droit, c'est les attaques personnelles qu'ils ont lancées contre moi. Ils ont demandé, exigé mon licenciement. Il a été obtenu. La justice a condamné RFI au prud'homme, en appel et maintenant en cassation. Donc là, c'est votre actualité, c'était il y a quelques semaines. RFI a été condamné, du moins le recours d'RFI en cassation contre la décision d'appel a été débouté. Et voilà. Alors je vais rappeler donc les faits. La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 9 mars 2011, a récemment confirmé le jugement de la Cour d'appel qui vous relaxait, estimant qu'aucune des fautes invoquées par la société RFI à votre encontre n'était établie, et donc que votre licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Et la cause que RFI avait invoquée, c'était mon livre. C'était mon livre, la publicité qu'il y avait autour. J'avais dit à l'antenne sur LCI, que d'après moi et d'après mes analyses et mes connaissances, je connais bien Israël, j'y vais pratiquement tous les week-ends, tous les trimestres, c'est un État structurellement ségrégationniste et raciste. C'est-à-dire que
les citoyens israéliens ne sont pas traités de la même manière selon leur origine religieuse. Selon leur origine religieuse. Et je trouve que c'est la ségrégation, c'est ce qui se passait en Afrique du Sud, d'où l'expression Israël est un État raciste qui n'a pas plu. Voilà. Et qui a été à la base de mon licenciement. C'est ça le tabou que vous avez enfreint en fait. Oui, ben alors attendez, depuis, c'était en 2004, depuis on a vu ce qui s'est passé avec l'État israélien à Gaza et ailleurs, j'allais dire. Les accusations internationales sur le viol de la loi humanitaire, les crimes de guerre, etc., etc. Tout à fait. Donc vous avez une thèse, quelle qu'elle soit, et on dit non, cette thèse n'a pas le droit de citer, et surtout on vous vire de votre poste alors que vous êtes directeur de l'information. Le on est très précis. Oui. Le on sont les spadassins, les zélotes de défense de l'État hébreu. Alors on peut citer des noms, BHL, Finkielkraut, etc. Est-ce qu'ils sont intervenus directement et personnellement? Finkielkraut s'est payé le luxe de faire des chroniques sans que je puisse me défendre à l'époque. C'était sur RCJ? C'était sur RCJ, c'était sur toutes les antennes. Ouais. Il a vomi sur toutes les antennes contre moi parce qu'il n'était pas d'accord avec moi. Mais est-ce qu'il a appelé à votre licenciement? Parce que c'est important. Non, mais il l'a soutenu. Comme de quelle manière? Il l'a soutenu en disant que je n'avais pas ma place là où j'étais, etc. etc. Le gros problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus de débat d'idées. Il y a, dès l'instant où une affirmation est faite et qu'elle dérange, automatiquement, on attaque la personne. Alors, le gros défaut, moi j'avoue, je suis contre la loi Guesso. Prenons cet exemple. Je suis contre la loi Guesso. On a le droit, en France, d'avoir une opinion, même si elle choque. Je regrette que Voltaire ne soit plus appliqué. Moi, il y a des gens que je n'aime pas, Finkielkraut pour ne pas le nommer, mais je lui reconnais tout à fait le droit de défendre Israël. Mais qu'il reconnaisse que des gens puissent attaquer Israël. Ça fait partie du débat d'idées. Et ce débat d'idées est complètement ostracisé par des gens comme par prenons le bouffon de la République, BHL, qui se permet tout et n'importe quoi, et quand on sait ce qu'il fait, et moi j'ai vu sur le terrain, ces romans-reportages, comme ils les appellent, que ce soit en Géorgie, que ce soit en Bosnie et autres, en Afghanistan, et en Israël, où il raconte tout et n'importe quoi, et surtout l'inverse de la réalité et de la vérité. Mais grâce à son argent personnel, il peut se vendre, et malheureusement c'est ce qui se passe. Et aujourd'hui, ce qu'il fait en Libye est absolument scandaleux. Là, il faut lire la presse étrangère. Et la manière. Qu'est-ce qu'on dit, par exemple? Que c'est le bouffon de la République. C'est une expression britannique. C'est-à-dire que l'image de la France... Et empathie. Et puis l'image du président empathie aussi, mais enfin lui, ça, c'est son problème, il doit savoir ce qui se passe dans la presse étrangère. Alors, si je résume en fait votre argument, c'est-à-dire vous dénoncez ce que vous considérez comme un amalgame volontaire entre critique de la politique israélienne et antisémitisme, ayant pour but de couper court à toute critique et de se positionner en tant que victime. Si vous permettez, je vais aller un peu plus loin. Il y a un amalgame volontaire entretenu entre antisémites et antisionistes. Antisioniste, le sionisme, c'est quoi? C'est une philosophie politique qui, à mon sens, est coloniale, elle est raciste, et elle doit être combattue. Ça veut dire que quand on combat le sionisme, on combat la religion juive. C'est deux mondes différents. Ceux qui étaient anti-gaullistes n'étaient pas anti-français, ceux qui étaient anti-communistes n'étaient pas anti-slaves. Mais volontairement, les zélotes d'Israël marient les deux choses en disant vous critiquez Israël, donc vous êtes antisémite. Mon épouse est d'origine arabe, sémite. Comment je pourrais être antisémite? C'est un non-sens. Parce que vous savez bien que le mot antisémite, effectivement, a évolué pour dire... Non, il n'a pas évolué. Il a été transformé volontairement à un titre, dans une optique de propagande. Alors, on peut continuer comme ça pendant longtemps, mais c'est évident. Mais là, de toute manière, si on regarde la presse internationale, l'image d'Israël et du sionisme
est en train de régresser. La délégitimation de l'État hébreu provient des excès dont il estime avoir droit de faire au nom de l'antisionisme. Donc je reviens sur mon argument parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est la liberté d'expression, évidemment, et donc vous pouvez penser ce que vous voulez, tant que ça reste dans les règles de la loi, en tout cas, nous, c'est la limite c'est évident. Qu'on fixe. Tous les journalistes donnent voilà. cette limite. Mais ce qui est intéressant de comprendre aussi, ce sont les mécanismes. Donc, puisque vous êtes défenseur de la liberté d'expression, je crois que personne ne vous contestera cela, est-ce que vous diriez la même chose que ce que vous dites là sur les défenseurs, là pour le coup, d'Israël, qui sont, eux, souvent comparés à des nazis, par exemple, et Israël à l'Allemagne hitlérienne, ou Gaza à un camp de concentration, etc. Non, alors, qu'est-ce que vous pensez de ce mécanisme? Il y a en tout l'excès est négatif. Il y a des situations, prenez Gaza, puisque vous citez Gaza. Il est vrai que la vie des Gazaouis est particulièrement pénible du fait du blocus. Bon, alors on l'a dit, camp de concentration à ciel ouvert, etc. Alors il faut raison garder. Quand on sait ce que c'est qu'un camp de concentration, on ne peut pas. Il y a une limite à conserver. Bon, cela étant, tout en conservant ces limites, il faut savoir dénoncer les excès. Ça fait partie. Et d'un côté, dénoncer les excès, des deux côtés. Je conçois tout à fait que les Israéliens condamnent, attaquent, décrivent négativement les actions du Hamas à Gaza, mais qu'on permette, j'allais dire, aux pro-palestiniens de défendre la position inverse. Je crois que le débat, on parle de démocratie partout. Hein, la démocratie, c'est maintenant le mot à la mode. Mais la démocratie, c'est quoi? C'est le contradictoire. C'est la base de la justice, c'est le contradictoire. Dès l'instant où il n'y a pas de contradiction dans les idées, mais des insultes les unes après les autres, ou des comparaisons complètement ridicules, où est la liberté de l'information et où est la démocratie? Donc est-ce que vous mettriez, pour aller jusqu'au bout de ma question, est-ce que vous mettriez sur le même plan des gens qui vous ont exclu de votre travail parce que vous aviez osé dire ce que vous avez dit, et ceux qui comparent Israël à l'État nazi, par exemple? Non, alors, l'État nazi, sûrement pas. Ça je peux pas. Effectivement, je les mets sur le même plan. Quand on fait une analyse de l'État hébreu, comme j'ai pu le faire dans le livre Le mur de Sharon, on s'aperçoit qu'il y a, enfin j'ai sélectionné 11 critères, qui sont économiques, culturels, religieux, comme on le ferait dans n'importe quel pays. Aujourd'hui, quand on fait une analyse de l'Arabie Saoudite, de l'Égypte ou autre, on prend les mêmes critères et on essaie de faire des comparaisons. Bon, il n'y a rien de scandaleux à ça. Mais il est une bienséance en France, depuis quelques années, même si ça a disparu, qu'on ne peut critiquer Israël. Et pourquoi? Quand on regarde la presse israélienne, Dieu sait si l'État hébreu est critiqué dans la presse israélienne. Alors pourquoi ce qui est valable d'un côté est condamné de l'autre? Très bien. Alors, petite incise malgré tout, c'est-à-dire que vous prenez la démocratie aussi, et qu'est-ce qui vous a fait aller en Arabie Saoudite ou en Égypte, où la démocratie, a priori, est quand même moindre en Occident? D'abord pour l'étudier, ça c'est la première chose. Pour étudier l'Arabie Saoudite? Pour étudier l'Égypte. On me considère comme un spécialiste du monde arabe. Croyez-moi, en ce qui concerne le printemps arabe au Caire et la place Tahrir, je sais, quand j'en parle, je sais de quoi je parle. J'ai une question là-dessus à la fin. On peut la poser maintenant. Ouais, je sais de quoi je parle parce que j'ai vécu la montée du rejet sociétal des différentes couches égyptiennes. Et je sais exactement pourquoi c'est arrivé, comment c'est arrivé. Alors, c'est en étant sur place qu'on peut étudier ces choses. Donc, vous me tendez la perche. Donc, ma dernière question, mais je vais vous la poser maintenant. Il y a quelques semaines, Youssouf Al-Qaradawi est revenu en Égypte, dont il était banni depuis 30 ans, je crois. Donc Youssouf Al-Qaradawi, Xavier Ternizien a dit de lui que c'était, s'il y avait un pape en islam, ce serait lui. Bon, ça vaut ce que ça vaut, mais ça place un peu le personnage, c'est-à-dire c'est quelqu'un de très important. C'est un religieux très respecté dans le monde musulman. Exactement.
Et vous n'êtes pas sans savoir que ce Youssouf El-Qaradawi est quand même, au niveau des principes démocratiques, vraiment à l'opposé. C'est-à-dire qu'il a fait déjà dans une prêche l'apologie claire et nette d'Hitler, en disant qu'il avait fait ce qu'il fallait avec les Juifs et que c'était une punition divine. Bon. Il voue aux gémonies les apostats, il appelle au lynchage des homosexuels, et il dit « la meilleure chose qui puisse m'arriver, c'est que je finisse ma vie en tuant des Juifs ». Bon. Qu'est-ce que... Ça, j'invente pas, si vous voulez. Tout à fait, non, vous avez tout à fait raison, il l'a dit. Ah oui, très clairement d'ailleurs. Alors, et c'est son idée en plus. Ben oui. Alors, vous, qu'est-ce que ça vous évoque tout ça, et qu'il puisse faire cette prêche devant 1 million de personnes au Caire, écoutez, comme ça? Moi, je lui donne le droit de le faire. D'accord. Parce que je respecte la parole de l'autre. Ce qui ne m'empêche pas de la critiquer, de l'analyser, de la critiquer. Donc ça, c'est la première chose. Le problème du mot démocratie, c'est de quoi on parle, démocratie? Qu'est-ce que c'est que la démocratie? Un homme, une voix? C'est un style occidental. Maintenant, si je vous dis que l'Arabie Saoudite est démocrate, vous allez tiquer en attendant la suite. Écoutez, la structure pyramidale de l'Arabie Saoudite, c'est quoi? C'est en gros 1700 tribus, composées de clans. Dans chaque tribu, une fois tous les 5 ans, on réunit tous les clans, tous les chefs de clan, et on élit le responsable de la tribu. Les responsables de tribu, les chers, se réunissent dans un grand majlis. Ensuite, on élit le représentant de la famille royale. Bon. Il se trouve que c'est la famille royale qui, depuis tant d'années, est continuellement redésignée. Ce n'est pas une élection, ils sont désignés par un consensus. C'est une monarchie, quoi. Mais vous avez des paliers où on discute, c'est exactement comme en France. Mais c'est fait différent. La structure sociale du monde arabe, telle qu'elle est actuellement, et la notion de démocratie telle que nous l'avons aujourd'hui, sont difficilement compatibles. Il y a des adaptations à faire. On pense que le printemps arabe peut déboucher sur la démocratie, mais rien n'est sûr dans ce domaine. Absolument rien n'est sûr. On voit plutôt d'ailleurs un retour des mouvements qualifiés d'islamistes, parce qu'ils étaient plus structurés. Vous avez... Alors ça, c'est une... Les frères musulmans, par exemple, ce que j'ai oublié de dire, c'est que les frères musulmans viennent de se constituer en parti. Tout à fait. Mais alors, les frères musulmans c'est un network, c'est un réseau. Ils ont des représentations dans chaque ville et dans chaque village égyptien. Les autres partis, non. Parce que le système Moubarak, le système militaire qui vit, c'est un système militaire qui dirige l'Égypte depuis 1952, on a oublié de le dire, a été tout réseau politique. Donc, quand on dit les élections en 2 ans, c'est pas vrai. À partir de vous vous rendez compte combien de temps il faut pour créer un parti qui ait des représentants dans chaque village et dans chaque ville? C'est assez difficile. Donc, moi, je pense que le printemps arabe va durer plusieurs années. C'est la première chose. Et puis, on est aussi, vous savez, les jeunes de la place Tahrir, quand ils ont, le jour du départ de Moubarak, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont balayé la place Tahrir. Moi, j'ai fait partie de 68. Nous avions, nous, des commissions qui disaient voilà ce que doit être le travail du député. Alors, on avait des projections intellectuelles passionnées à l'époque, passionnantes sûrement à l'époque. Puis l'été est arrivé, il y a eu la plage, il y a eu les examens en septembre, puis tout ça, ça a été oublié. Mais il n'y a pas cette réflexion, qu'est-ce qu'il va avoir demain? Alors, dernière question là-dessus, puis on reviendra sur la liberté d'expression, mais ça me paraît important, vu qu'on parle de Youssouf Qaradawi, et que vous avez mentionné le fait qu'ils étaient présents non seulement en Égypte, mais aussi dans d'autres pays. Par exemple, en Europe, c'est le Conseil européen de la fatwa et de la recherche, qu'il dirige lui-même, et qui a, en 99, alors je ne sais pas si vous êtes au courant, qui a en fait du lobbying pour que les représentants musulmans français n'acceptent pas ce qui leur était demandé par le gouvernement, donc Chevènement à l'époque, ministre de l'Intérieur, c'est-à-dire que l'apostasie de l'islam ne mène plus à la peine de mort. Et ça, c'est sur demande express de Qaradawi, répercuté sur l'UOIE, qui est la maison européenne de l'UOIF, et qui elle-même a fait pression sur Dalit Boubakar. Vous êtes au courant de cette histoire? Bien sûr, mais je vais dire une chose. Dans les frères musulmans, il y a eu avant, pendant et après la place Tahrir, il y a eu une évolution. Est-ce que vous savez que dans les frères musulmans, il y a eu des démissions?
Parce que la pensée structurelle, l'axe de réflexion, avait évolué vers une acceptation de l'autre. Ils ont évolué, ils sont devenus modérés par rapport au radicalisme qu'on leur connaît. Il y a eu des hauts et des bas, et là ils ont un profil beaucoup plus modéré d'acceptation. Et moi j'attire votre attention sur une chose, regardez toutes les révoltes dans tous les pays arabes, aussi bien au Yémen qu'en Libye, etc. Les islamistes sont absents. Les islamistes sont absents. Deux, les révolutionnaires ou les révoltés brandissent le drapeau du pays. Ce n'est pas le drapeau de l'islam qui brandissent, c'est le drapeau de leur pays. Les aspirations sont sociales, sont politiques, dans le sens où ils aspirent à une certaine liberté qu'ils n'ont pas, notamment la liberté de l'information. Il y a eu, pour faire plus court, dans le monde arabe, les dirigeants, économiques ou politiques, pensent encore que celui qui a le secret a le pouvoir. Ils n'ont pas compris que c'est celui qui a la communication qui a le pouvoir. Et en fait, une des conséquences de la guerre de Gaza, les dirigeants politiques, les leaders arabes ont laissé faire les jeunes qui critiquaient Israël sur la guerre de Gaza. Mais les jeunes se sont accaparés du produit, des réseaux sociaux, Facebook, et ensuite ils ont exprimé leurs propres sentiments. Et c'est comme ça que la révolution est née. Mais ils ne savent pas quoi faire maintenant. Ouais. Maintenant qu'ils ils sont descendus de la rue leur appartient, mais ils ne savent pas quoi faire. Il n'y a aucune structure politique, aucun programme politique. Et c'est ce qui est absolument terrible. Mais justement, les mouvements musulmans, eux, ont un programme. Vous ne pensez pas qu'ils ont un... Qui sont en contradiction, mais ils savent pertinemment qu'ils sont en contradiction avec la population. Pourquoi? Parce que la population n'a pas répondu aux appels. Tahrir n'a absolument pas répondu aux extrémistes religieux qui essayaient de détourner le mouvement. Parce que vu de l'extérieur, 1 million de personnes au Caire... Alors sur les temps, je vais vous dire, il faut ramener les choses à une juste mesure. Le Caire, c'est 20 millions d'habitants. La place Tahrir, c'est au maximum 500 000 personnes. Alors mettons 1 million. Il y a 90 millions d'habitants en Égypte, il ne s'est rien passé ailleurs. Tout a été focalisé sur... Pourquoi pas, c'est les symboles. Très bien, alors après cette parenthèse des pays arabes qui était fort intéressante, revenons à vous. Et donc, alors je ne sais pas si vous vous rappelez, le 21 septembre 2006, vous étiez invité d'une radio qui s'appelle RVL, la radio vraiment libre. Alors, je ne sais pas si certains de nos auditeurs connaissent cette radio. C'était une radio en réalité antisioniste, parce que les fondateurs, je l'ai découvert après, étaient proches de Paul-Éric Blanc-Rue, vous connaissez sans doute. Et donc, les auteurs pas assez antisionistes à leurs yeux, ils n'en voulaient pas. Enfin, j'en ai fait partie d'ailleurs. Mais bon, peu importe, c'est pas de moi dont il s'agit ici. Mais je trouve qu'elle portait assez mal son nom, parce que radio vraiment libre. Bref. Alors, j'avais écouté votre interview à cette époque-là, et vous y avez déclaré, je cite, alors c'est vraiment vos mots précis, alors vous pourrez réagir. Je dénonce le mur, ce que j'appelle le mur de Charonne. Ce mur a été condamné par la France sur un rapport devant la justice européenne, la Cour européenne des droits de l'homme, de manière très claire, très nette. À la limite, je suis dans le politiquement correct par rapport à la politique française, mais pas par rapport à ceux qui défendent Israël. Donc, est-ce que cela signifie que la critique d'Israël est politiquement correcte selon vous? Elle est politiquement correcte, la critique d'Israël. Je veux dire, elle fait partie de la liberté d'expression. C'est paradoxal, sachant ce qui vous est arrivé. Mais oui, mais c'est paradoxal, mais la vie n'est fait que de paradoxes. Soyons clairs et soyons honnêtes. Au nom de quoi on ne pourrait pas critiquer Israël? Oui, mais ça c'est le principe, après il y a la réalité. Ah non, mais dans les faits, là quand je critique le mur, c'est une réalité. Un mur qui coupe une maison de son jardin. Oui, mais là vous allez plus loin, vous dites que c'est le politiquement correct. Donc... Mais oui, mais puisque je mettais en parallèle deux choses. La création de ce mur, la condamnation de ce mur par la France. Mais je suis donc politiquement correct, puisque je suis en phase avec la politique française. Non, parce que, je sais pas, vous êtes revenu en France récemment ou souvent, mais tout le monde veut se dire politiquement incorrect, donc fustiger le politiquement correct. Oui, mais c'est une position. Tout le monde veut se dire... Très franchement, ceux qui se disent « je suis politiquement incorrect », en quoi ils sont incorrects?
On ne va pas s'amuser à citer de noms ou de titres de magazines, mais jouer les politiquement incorrects en étant directement aligné sur les positions les plus extrêmes des partis politiques. Je trouve ça un peu... Enfin, aujourd'hui, quel est le journal qui se permet, ou le journaliste qui se permet de critiquer le président de la République pour ne dire que ça? Ceux qui le font se font virer. Ah bon? Gisbert, qu'est-ce qu'il fait? Il n'a pas été viré de son émission. Guillaume Durand, il n'est pas viré de son émission. D'accord, mais au bout de combien de temps? Et puis ce sont des gens qu'on voit depuis 30 ans. Oui, non, mais on arrive à une période électorale. Ouais. Et c'est là que c'est gênant. Ouais. Tant qu'il n'y a pas d'échéance, c'est pas grave, ils peuvent rester. Mais dès l'instant où il y a une échéance, on resserre les Ça veut boulons. dire que ces gens-là, on ne peut jamais les virer. Il y a Non. toujours. Pourquoi avoir attendu? Pourquoi pas? Enfin, c'est la vie aussi, non? C'est vrai, c'est la vie. Moi, ça me choque. Ça me choque. Comment on a nommé Jean Lucas à la tête de Radio France? Je veux dire, par qui Arlette Chabot a été virée? Et pourquoi elle a été virée? Enfin, elle était 10 ans directrice de l'information France 2. Donc... Je suis d'accord, mais dans ces cas-là, on met un mandat. Sa nomination au poste de directeur doit être liée à une clause de renouvellement. Vous voulez dire que c'est arbitraire? Non seulement c'est arbitraire, mais la décision elle est prise où? Ah ben ça on sait où elle est prise. Ah ben voilà. Oui. Et dans ces cas-là, quelle est la portée de cette décision politique? Oui, mais dans quelle mesure le politique à ce niveau-là peut intervenir dans la gestion des journaux et de l'éditorial des journaux? On sera d'accord là-dessus, mais et ça recoupe la liberté d'expression. Ouais. Il y a dans la presse française, c'est pas vous que je vais le dire, une autocensure. Et je comprends mes confrères qui m'ont dit, j'ai des confrères qui m'ont appelé, envoyé des mails, etc., en disant ce que tu as fait, je ne peux pas le faire. J'ai dit pourquoi tu ne peux pas le faire? Il me dit parce que j'ai des traites de la maison, j'ai ma femme qui ne travaille pas. Bon, je suis pas prêt à assumer. Oui. Mais faire pour autant de Franz-Olivier Gisbert le chantre de... Non. Il est l'un des membres, il est l'un de la liste de ceux qui sont mis puis retirés par le président de la République. Et le président de la République n'a rien à faire avec la gestion éditoriale des journaux. Si ce n'est qu'il demande une participation à sa campagne électorale. Soyons clairs. Ah ouais. Donc, alors pour reparler de Paul-Éric Blanru, vous le connaissez bien ou... Non. Bon. Alors, il a déclaré, je cite, on invite parfois à la télévision française des antisionistes, mais uniquement Jean Bricmont, Michel Collomb et Ronnie Broman. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec lui, ou bien est-ce que vous diriez que Pascal Boniface, Edgar Morin, Ouria Boutelja, Tariq Ramadan, Marc-Édouard Nab, Olivier Besancenot, Alain Krivigne, Hubert Védrine, Edoui Plenel, Alain Grèche, je pourrais continuer, hein, Alain Grèche, Clémentine Autain... vous aider à continuer. Hein. Ouais. Bon, j'ai une vingtaine de noms là. Oui, mais là, il y en a, vous pouvez tripler. Voilà. Donc, est-ce que pour vous, ces gens-là ne sont pas antisionistes, ou est-ce qu'ils sont pas invités dans les médias? Non, ils sont invités dans les médias, c'est évident. Ils ont, à mon sens, pour ceux que je connais personnellement, ils ont une lecture tout à fait réaliste de la situation, et donc ils expriment leurs sentiments. Je trouve que dire qu'ils ne sont pas invités par la télévision est un non-sens, c'est un mensonge. Ouais. C'est de la manipulation. Bon. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est moi qui le dis et je l'affirme. Très bien. Non, parce que bon, c'est un grand historien, hein, Paul-Éric Blanru, donc... bon. Oui, non, mais les grands historiens se trompent peut-être et parfois volontairement. Oui, d'autant plus que c'était ironique. Alors, maintenant, on parlait d'Arlette Chabot. C'est intéressant parce que, à propos de l'affaire Aldoura, vous connaissez bien, j'imagine, non? Moi, c'est en 2 mots. Alors, l'affaire Aldoura, c'est le 30 septembre 2000. Oui, tout à fait. Le petit Mohamed, oui, je sais. Aldoura se trouve sous le feu croisé de balles. Alors, justement, donc, une pétition a été lancée par le Nouvel Observateur pour défendre Charles Anderin, qui était accusé par Philippe Carsanti d'avoir monté une mise en scène pour faire croire à l'assassinat par l'armée israélienne d'un enfant, Mohamed Aldoura. Et donc plus de 700 journalistes l'ont signé, donc c'est pas rien, sachant que, alors on parlait de justice à votre cas, là la justice a donné raison à Carsanti sur, s'il était attaqué en diffamation, sur le fait qu'on puisse parler de mise en scène à propos de cette affaire. Et ce qui est intéressant, vous parliez d'Arlette Chabot,
pendant tout son mandat, France 2 a campé sur ses positions. Là, elle part, mais rien n'a... Dans cette affaire, pourquoi la justice israélienne ne s'est jamais prononcée? Premier point. Pourquoi l'armée israélienne n'a jamais contesté les positions de Charles Anderlin? Pourquoi le lieu où il y a eu les événements a été détruit? Pourquoi il y a eu une reconstitution dans un camp militaire qui n'a rien à voir avec la réalité? Il suffit de voir les images. Il y a là une opération médiatique montée par un groupe de zélotes israéliens en Israël pour faire condamner un excellent journaliste qui a toujours fait son métier de manière extraordinaire et reconnu par tout le monde, par les Palestiniens, par les Israéliens, simplement pour éviter que l'armée israélienne soit entachée de crimes. Ce qui, entre nous, est aujourd'hui largement dépassé. Avec ce qui s'est passé au Liban, avec ce qui s'est passé à Gaza, on a l'affaire du petit Mohamed est largement dépassée. Cela étant, on a voulu absolument condamner ou faire condamner un journaliste pour dire, vous voyez, il a menti. Il n'a pas menti. La condamnation qu'il y a eu, du moins, la décision de la justice française parlant de mise en scène, qu'est-ce qu'a lancé la justice française? Elle a été sur place. Elle a simplement eu des rapports. C'est-à-dire que certains agents de communication israéliens ont présenté des tas de rapports ailleurs, et la justice française ne s'est prononcée que sur le dossier. Elle ne s'est jamais transportée sur place, elle n'a jamais... Quelle est la valeur de cette décision? Disons que c'est la même justice française qui vous a relaxé aussi. Donc Non. Le dossier est différent. Moi, ça se passe en France. Ouais. Moi, ça se passe en France avec des données françaises, tandis que pour lui, ça se passe en Israël, sur des faits qui sont passés en Israël, et la justice française n'a que un accès partiel aux données réelles. Tandis que dans mon dossier, tout était clair, puisque tout s'est passé en France, et que les avocats des deux, des RFI et les miens, ont pu mettre sur place l'intégralité des témoignages directs. Là, vous iriez jusqu'à dire que la justice française a été manipulée, c'est-à-dire qu'il y avait non, elle n'a pas été manipulée. Elle a pris une décision sur les éléments et sur les dossiers qu'on lui a donnés. Or, dans cette affaire, Charles Anderlin, avec l'appui de sa société, c'était pas mon cas en plus, puisque moi j'étais condamné au départ par RFI, par le licenciement. L'administration de France 2 et Hervé Chabot, entre autres, n'a fait que défendre le professionnalisme de Charles Anderlin. Ses adversaires ont parlé d'un fait en amenant des éléments qui étaient invérifiables par la justice française. Moi, tous mes éléments, tout ce qui était posé sur la table, d'ailleurs des deux parts, pouvait être vérifié, ce qui n'était pas le cas. Ce qui est intéressant, on a un peu suivi pour Enquête et Débat le procès et puis un tas de choses autour, parce que ça bouge pas mal. Et notamment, vous parlez de faits, c'est France 2 qui a refusé de diffuser l'intégralité des rushs. Oui, et pourquoi? Au nom de quoi est-ce que la presse israélienne, l'armée israélienne diffuse la totalité de ces documents? Je veux dire, il ne faut pas avoir deux poids, deux mesures. Je ne sais pas si elle les a. Non, mais sur d'autres affaires. Ouais. Pourquoi Israël et l'armée israélienne refusent des enquêteurs internationaux, notamment de l'ONU, pour aller vérifier telle ou telle affirmation? Ça, c'est autre chose. Non, je dis... parce que la sur l'affaire est déjà suffisamment complexe. Non, mais ce que je veux dire, c'est que pourquoi et au nom de quoi France 2 serait tenue et obligée de donner l'intégralité du film? C'est-à-dire, aucune loi en France... Pour faire preuve de bonne foi. Mais il n'y a pas besoin de faire de preuve de bonne foi. Ouais. Comment dirais-je, la parole d'Antenne 2 suffit. Ah ouais. Les personnes qui sont en face ont amené des témoignages. Si ces témoignages ont été retenus ou pas retenus, c'est le problème de la justice. Moi, je suis un peu choqué par le fait qu'on arrive, on dit oui, c'est ça, et après, on insiste sur un fait qui n'a aucune
portée juridique. Alors vous l'avez compris, hein, moi je ne demande pas le licenciement de Charles Anderlin. Non, mais j'ai bien surtout compris. pas. J'ai bien compris. Mais c'est vrai que, par exemple, cette pétition de 700 journalistes là, dont je vous parle, que lance le Nouvel Observateur, de soutien à Charles Anderlin. C'est-à-dire que là, il me semble qu'on est clairement, si le politiquement correct existe, on est en plein dedans. Ouais. Hein. Bon. Vous dites quoi? Tous ces journalistes-là, finalement, sont antisionistes? Non, pas du tout. Ou défendent Charles Anderlin? Pas du tout. Ils expriment. Ils n'ont pas pris compte, ils n'ont pas pris acte des faits. Théo Klein, par exemple, a dit, mais moi, ma vue ne me permet pas de regarder les images. Enfin. Ah ben oui, mais il a signé quand même la pétition, par exemple. Mais toutes ces personnes qui l'ont signé ont porté un soutien à un homme, à un journaliste, pour sa profession et pour sa valeur morale. Son honneur, en fait. Et, non, sa valeur, bien sûr, son honneur, mais sa valeur morale et sa valeur professionnelle. Mais sans tenir compte des faits, ce qui est quand même gênant. En l'occurrence, c'est pas ce qui était demandé. Là, est-ce que vous soutenez Charles Anderlin pour ce qu'il est? Oui, on soutient Charles Anderlin pour ce qu'il est. Et ils ne sont pas intervenus dans le débat de la mort du petit Mohamed. Là, vous savez très bien que cette pétition a été lancée au moment du procès pour influer sur les juges. Enfin, non, c'est pas pour influer. Vous êtes pas naïf. Bien sûr. C'est-à-dire que si on avait fait cette pétition contre vous, je pense que vous ne l'auriez pas bien pris. Pareil. Elle n'a pas eu lieu, alors c'est pas la peine d'en parler. Parlons des faits. Moi, je trouve que cette pétition en faveur de Charles était une... Vous l'avez signée? On ne me l'a pas proposé, donc comme j'étais à l'étranger, Mais vous l'auriez signé? Ah oui, volontiers, dès demain. Très bien. Eh bien, écoutez, moi j'ai terminé mes questions. Ce que je retiens de cet entretien, c'est qu'on a pu parler normalement d'un sujet. Oui, mais bien sûr, vous dites bien sûr, mais dès qu'on aborde ce sujet, que ce soit dans les médias ou ailleurs, tout de suite les gens montent sur leurs grands chevaux et ils insultent l'autre. On parlait de nazis, tout de suite ça vole. Bon. Comment vous expliquez qu'on ne puisse pas, sur un sujet pareil, moi je suis en désaccord à peu près total, hein, sur, vous l'avez compris, moi je suis pro-israélien, et vous êtes anti-sioniste. Mais je trouve qu'on là on a pu échanger... Mais je ne suis pas anti-israélien. Non, j'ai dit anti-sioniste, voilà. Et moi je ne suis pas sioniste parce que... Oui, non, mais ça c'est votre droit le plus strict. Voilà, mais parce que j'estime que le sionisme justement a abouti en 1948 avec la création de l'État d'Israël. Ça c'est un peu une parenthèse. Mais pour que les gens comprennent un peu les choses, en tout cas mon point de vue. Là, je trouve qu'on a eu vraiment un débat digne de ce nom, déjà, sur un sujet où c'est quasiment impossible aujourd'hui de... On a interviewé Jérôme Bourdon, je ne sais pas si vous connaissez cet universitaire israélien, qui a écrit un livre qui s'appelle « Le récit impossible ». C'est-à-dire que dès qu'on dit une chose, vous voyez, je vous ai repris par exemple sur le mur, parce que c'est la barrière, et les gens hurlent. Alors, comment vous expliquez ça? Moi, je crois qu'il y a... D'abord, on a eu un débat d'idées. On s'est contenté du débat d'idées, ça c'est la première chose. La deuxième chose, il y a un mot qui aujourd'hui est foulé aux pieds, qui est le mot tolérance. La tolérance de l'idée de l'autre. J'ai tout de suite compris que vous aviez des positions qui étaient opposées aux miennes sur certains points. Bon, autant sur la liberté de l'information, on se retrouve sans problème, autant sur la position de l'État d'Israël, on diverge. Mais on diverge, ça ne veut pas dire qu'on doit se cracher à la figure et se taper dessus. Et moi, je regrette qu'en France, notamment, il n'y ait pas de possibilité de dialogue sans tomber directement dans la mise en cause de la personne. C'est ça. Et comment sortir de ça, alors? Comment sortir de ça? J'en sais rien. J'aurais tendance à vous dire, éliminons ceux qui manient l'invective. Éliminons de l'antenne, n'interviewons. Pourquoi faire appel à des gens dont on sait dès le départ qu'ils vont jouer sur l'invective, qui vont jouer sur l'insulte? Il y a pas mal d'antisionistes qui vont... Par exemple, William Boutelja, par exemple... mais tout à fait, des deux côtés. Moi, de toute manière, dans ce genre de débat, on est deux. Hein. Il n'y a pas de... Ah non, mais moi, je suis tout à fait d'accord. Israël est le problème israélien est un problème très complexe, qui se situe à plusieurs niveaux. Qui additionne des peurs, des envies, des rejets. Faire le tri de tout ça est déjà très compliqué. Si en plus on rajoute la perception d'autrui, prenez par exemple le débat entre Israéliens, en Israël, sur la création de l'État palestinien. Prenons ça. C'est l'invective dont on parlait tout à l'heure, et l'opposition. Pourquoi nous,
enfin, pourquoi nous, pourquoi moi, extérieur à Israël, je rajouterais quelque chose. Bon. Cela étant, j'ai une opinion. Pourquoi je n'aurais pas le droit de l'exprimer? Exactement comme d'autres pourraient se. La tolérance est quelque chose qui a disparu et c'est dommage. Très bien, ce sera un beau mot de conclusion. Merci beaucoup à vous d'avoir suivi cette interview d'Alain Ménard jusqu'à son terme. Merci beaucoup Alain Ménard d'avoir accepté ce dialogue. Il n'y a pas de problème. Et à très bientôt, en France ou ailleurs. En France, oui, venez voir, hein, on comprend. Merci. Au revoir. Le nouveau Fimelin et la nouvelle personne qui a remplacé Arlette Chabot n'ont pas changé, protègent toujours Anderlecht. Qu'est-ce que vous pensez de toute cette affaire? Alors là-dessus, je vais vous donner une position très claire. Tous ceux qui ont dénoncé Charles Anderlecht sont des journalistes israéliens qui n'étaient pas sur place, qui ont fait du journalisme que du journalisme militant.